Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission intitulée « Maîtriser les maladies foliaires de la pomme de terre dans un contexte en constante évolution ». Comme vous le savez, les maladies de pommes de terre ont été un sujet très important et très discuté dans nos campagnes l'année dernière. Les conditions climatiques et la virulence du mildiou a rendu la lutte contre cette maladie bien difficile. De plus, vous n'êtes pas sans le savoir que l'on travaille dans un contexte en constante évolution. Les souches de mildiou évoluent. Quel sera l'impact sur la protection fongicide future? Le nombre de produits se réduit avec la disparition du mancozeb notamment. Alors comment appréhender la protection des pommes de terre dès cette année? De nouvelles technologies apparaissent et les techniques d'application, elles évoluent. Comment les intégrer au mieux dans le cadre de la protection contre le mildiou? Et enfin, comment Syngenta envisage la protection fongicide dans le futur? Nous tenterons de répondre au mieux à toutes ces questions aujourd'hui. Et pour ça, on a un panel de Syngenta ici dans notre studio. Ce panel est composé de 2 personnes. Caroline Stripstein, Crop Advisor Lead Benelux, et Christian Walravens, Crop Advisor. Caroline et Christian, bienvenue. Merci. Bonjour. Plus tard, nous aurons également 2 présentations sur ces nouvelles techniques d'application d'une part, mais aussi sur l'expérience de Syngenta sur le terrain, sur les différentes souches de mildiou et sur la réponse que Syngenta peut offrir avec la matière active mandipropamide. Mais c'est pour plus tard. Revenons maintenant au tout début et sachez aussi que vous pouvez toujours poser des questions via le chat. Veuillez laisser vos coordonnées afin que l'équipe de Syngenta puisse nous et vous fournir surtout les informations nécessaires par la suite. Nous avons délibérément choisi de ne pas donner de réponse immédiate ici dans cette émission afin que vous puissiez suivre le reste du programme sans être distrait. Voilà, toutes les personnes ont été présentées et nous avons maintenant l'occasion de commencer avec le contenu. Lors de la préparation de cette émission, plusieurs équipes se sont rendues sur le terrain pour se faire une meilleure idée du contexte actuel. Et notre première équipe s'est rendue au CRAW de Libramont. Ils y ont rencontré Vincent César et nous attendons avec impatience leur reportage. Comme vous le savez, le mildiou est la principale maladie en culture de pommes de terre. Et une de nos activités ici au CRAW est d'étudier la diversité des populations de mildiou en Belgique. Alors comment ça se passe? C'est un gros travail qui se passe durant la saison de culture. Il y a une première étape, c'est l'échantillonnage des souches. C'est un travail qui se fait dans l'environnement, au champ. Dès le début de la saison, on consulte l'état d'écart de triage, les repousses, mais également les parcelles cultivées. Et on va échantillonner des souches de mildiou. Ces souches sont ensuite rapportées ici au laboratoire, à Libramont, et le travail consiste en fait à isoler la souche, avoir une culture pure de la souche pour ensuite l'analyser. Alors il y a 2 grandes analyses qui sont réalisées dans le cadre de cette analyse des souches de mildiou. C'est ce qu'on appelle les analyses génotypiques et les analyses phénotypiques. Alors les analyses génotypiques sont réalisées dans le cadre du consortium EuroBlight, pour identifier les génotypes présents en Wallonie. Et les analyses phénotypiques consistent à mieux caractériser les populations qui sont présentes, d'une part en étudiant la virulence des souches, c'est-à-dire la capacité à contourner des gènes de résistance présents dans les pommes de terre, mais nous évaluons également la résistance de ces souches aux fongicides, donc la capacité d'une souche à se développer sur une plante qui a été traitée. Si on veut parler de l'évolution des populations, on ne doit pas parler au niveau du territoire belge, mais on doit parler au niveau du territoire européen. Et on constate depuis plusieurs années, dans le cadre du consortium EuroBlight, qu'il y a une grande diversité de souches de mildiou en Europe, et on observe également une évolution des populations au cours du temps. Alors si on regarde la situation en Belgique, jusqu'en 2016, on avait 3 souches qui prédominaient. On avait la souche Blue 13, bien connue par sa capacité à résister au métalaxyle,
mais également une souche très virulente. C'est une souche qui a prédominé en Europe. On a connu également la souche 6A1 et la souche 1A1. Depuis 2017, on a vu un gros changement au niveau des populations en Belgique et en Europe de l'Ouest également, avec l'apparition de 2 nouvelles souches, la 36A2 et la 37A2. Et la 37A2 a montré une résistance également au fluazinam. En 2021, nous avons vu apparaître 3 nouvelles souches sur le territoire belge, la 41, la 43 et la 44. L'apparition de ces nouvelles souches sur le territoire belge pourrait s'expliquer par des courants du nord-est très froids et très humides qu'on a rencontrés durant l'été. Ces souches, en effet, sont originaires des pays scandinaves. Alors, les conditions climatiques ont clairement un effet sur le développement du mildiou. On observe également que les conditions climatiques peuvent avoir un impact sur la prédominance de l'une ou l'autre souche de mildiou. En effet, si on regarde la distribution des souches au niveau de l'Europe, on voit que certaines souches prédominent au niveau de la façade atlantique. Par exemple, la souche 6A1 est principalement présente au Royaume-Uni ou en Bretagne. Les souches 41 et 43 sont plutôt présentes dans les pays scandinaves. À l'inverse, la souche 13A2, elle a prédominé dans l'ensemble de l'Europe. On l'a même retrouvée jusqu'en Chine. Donc, certaines souches semblent être influencées par des conditions climatiques, d'autres ne semblent pas. Jusqu'à présent, des phénomènes de résistance ont été observés en mildiou de la pomme de terre. Le problème du méphénoxam et la résistance qui était observée pour la souche 13A2 est connu depuis bien longtemps. Les souches 33A2 et 37A2 ont montré également une moindre efficacité avec le fluazinam. Malgré la présence de ces 2 problèmes de résistance, aucun autre souci n'a été observé en mildiou de la pomme de terre avec l'apparition ces dernières années des nouvelles souches. Un point important encore, c'est l'utilisation de variétés résistantes. Alors on observe depuis une dizaine d'années l'apparition de nombreuses variétés résistantes ou tolérantes au mildiou. L'utilisation de ces variétés résistantes nécessite néanmoins une protection fongicide et principalement en cas de forte pression mildiou, comme on a connu par exemple en 2021. La virulence d'une souche, c'est la capacité à se développer sur une variété de pommes de terre résistante. Alors on évalue la virulence des souches en inoculant la souche de mildiou sur une variété de pommes de terre et on évalue la capacité de ces souches à sporuler sur cette variété. C'est une manière de caractériser les souches par rapport à ce paramètre qui est très important dans la lutte contre le mildiou. Alors, il est difficile de prévoir l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que la résistance variétale devra être de plus en plus prise en compte dans la lutte contre le mildiou. Mais la résistance variétale n'est pas le seul moyen pour combattre le mildiou. On sait qu'actuellement, peu de variétés répondent aux exigences de l'industrie. L'utilisation de variétés résistantes nécessite bien sûr le développement de stratégies, parce qu'à terme, la gestion de la résistance de ces variétés est importante. L'enjeu à l'avenir, ça sera d'utiliser tous les leviers disponibles pour lutter contre le mildiou, que ce soit la résistance variétale, mais également l'utilisation des systèmes d'avertissement et des fongicides qui permettent d'arriver à une lutte efficace contre le mildiou de la pomme de terre. Oui, Caroline, alors si je l'entends comme ça, une protection adéquate, elle est vraiment indispensable contre le mildiou. C'est exact. C'est très important de bien protéger sa plante contre le mildiou. Et ça dépend surtout du choix du produit, comme on l'a entendu avec certaines sensibilités qui existent par rapport à certaines souches, mais pas uniquement. Ça dépend également d'autres facteurs, comme notamment la méthode d'application, l'intervalle entre les traitements, mais aussi par exemple du stade de la plante au moment du traitement.
traitement. C'est vrai qu'on voit souvent que pendant une saison, la période la plus délicate pour protéger contre le mildiou est la première période, le début, qui s'appelle la période de forte croissance foliaire. Et dans cette période-là, les plantes, en fait, en une semaine de temps, peuvent doubler la masse foliaire. Et c'est ainsi qu'il faut bien savoir les protéger. C'est une période qui va généralement de début juin à mi-juillet, selon l'année. Et cette période-là, c'est là qu'est le potentiel de la santé de la plante jusqu'au bout de la saison. Alors, Christian, on a parlé aussi du produit, le choix du produit très important. On parle aussi du mancozeb qui n'existe plus, qui n'est plus sur le marché en ce moment? Tout à fait, et ça ne concerne pas uniquement le marché belge, mais également l'ensemble de l'Europe. Et donc ça va amener à des changements d'habitude au niveau des agriculteurs. Ok, alors Vincent César a montré clairement que la lutte contre les maladies traverse une période très délicate, surtout avec la disparition du mancozeb. Grâce à Vincent César, nous comprenons également qu'il ne s'agit pas que d'un phénomène local et que les différentes souches se développent au niveau local, européen et même mondial. Nous avons donc voulu savoir ce qui se passe en France, chez nos voisins. Nous avons envoyé notre équipe à Arvalis, l'Institut du végétal situé près d'Amiens. L'année 2021, il faut savoir qu'on a eu un printemps qui était plutôt froid, ce qui fait que ça a retardé un peu la levée des parcelles en plaine. Et du coup, ça a engendré aussi une arrivée du mildiou qui était un peu plus tardive du coup, sur la campagne. On a vraiment une pression qui a explosé à peu près à la mi-juin, avec des symptômes qui étaient généralisés première quinzaine de juillet sur le terrain, à peu près. Et après ça, sur le reste de la campagne, on a eu des températures qui étaient plutôt douces, avec une hygrométrie qui restait constante jusqu'à la fin du cycle. Et donc, du coup, on a eu une forte pression quand même jusqu'à la fin de la campagne. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de l'année 2021, c'est qu'on a eu une épidémie mildiou qui a démarré un peu plus tard sur le cycle, mais on a eu une forte pression sur tout le reste de la campagne. Enfin, 2022, du coup, ça va être une campagne où on ne pourra plus utiliser de produits à base de mancozeb. Donc, on ne pourra plus utiliser la matière active. Il faut savoir que le mancozeb, c'était une matière active qui était vraiment de base dans les programmes parce que c'est une matière active qui était facilement et régulièrement utilisée. D'autant plus que le mancozeb avait une efficacité sur l'alternariat. Et en plus, autre avantage, c'est que c'était un multisite. Donc, c'est-à-dire qu'on avait, on va dire, moins de chances de développer des phénomènes de moindre efficacité en fait, de la matière active vis-à-vis du mildiou. Au moment de la levée, parce que c'est au moment d'élever, en début de cycle, où on avait plutôt tendance à utiliser le mancozeb. Donc en début de cycle, on va déjà premièrement essayer de retarder la première application fongie. Donc ça va être d'utiliser Miléos, par exemple, pour bien positionner son premier traitement. Deuxième chose, si vraiment c'est nécessaire de protéger la parcelle, parce qu'il y a de la pression et qu'il y a un risque, il faut protéger la parcelle. Et dans ce cas-là, on va plutôt préconiser d'utiliser des produits qui sont dits haut de gamme, à la place du mancozeb. Deuxième point, c'est que le mancozeb était aussi utilisé en fin de cycle, surtout en végétation stabilisée. Ça, c'est lié aussi avec son efficacité sur l'alternariat. Là, ça va être pareil en fin de cycle. Pour remplacer le mancozeb, on va du coup utiliser des produits haut de gamme, tels que le Revustop, par exemple, qui a aussi une efficacité sur l'alternariat. Donc en fin de cycle, c'est intéressant de positionner ce genre de produit. Et on va toujours piloter la protection mildiou grâce à Miléos pour, encore une fois, traiter quand il y a du risque et pas de façon systématique. Alors en ce qui concerne l'utilisation du Revus, nous, les préconisations d'Arvalis, c'est vraiment de le positionner en croissance active, en alternance avec d'autres produits, pour encore une fois limiter ce phénomène d'apparition de moindre efficacité vis-à-vis des matières actives. Donc c'est vraiment important d'alterner un maximum les matières actives. Et ensuite, si jamais la pression est forte et qu'on est sur une période lessivante, on peut aussi l'utiliser en phase de végétation stabilisée. Alors par contre, un petit point d'attention, c'est à la levée, on peut avoir entre guillemets le réflexe de vouloir remplacer le mancozeb par des produits à base de fluazinam. Ça, il faut être vigilant parce qu'on sait qu'il existe aujourd'hui une moindre efficacité
des produits à base de fluaziname en fonction de la souche en fait, qui est présente sur le terrain. Donc il faut être vraiment vigilant là-dessus. Arvalis justement travaille sur la valorisation de cette résistance variétale parce que la résistance variétale c'est vraiment un levier majeur dans la lutte contre le mildiou. Donc on travaille depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, sur des combinaisons de leviers. Donc on va travailler justement sur l'utilisation d'outils de la décision, donc comme Milios, pour vraiment piloter sa protection et protéger les parcelles quand c'est nécessaire, quand il y a un vrai risque. Et aussi, on travaille aussi sur les combinaisons dans le sens où on va réduire les doses, on va travailler sur les doses de fongicides ou de biocontrôle, mais ça couplé avec une résistance variétale. Alors c'est pas parce qu'on a une variété qui est résistante vis-à-vis du milieu qu'il faut pas la protéger, justement, on va essayer d'apporter quand même un minimum de fongies pour garder ce gène de résistance intact, entre guillemets, sur les années à venir. On évite justement de trop exposer le gène de résistance au mildiou parce que c'est là où on peut justement créer une contournation en fait, de ce gène de résistance. Au sujet de l'alternaria, il faut savoir que l'alternaria, c'est une maladie de faiblesse. C'est une maladie qui va avoir tendance à se développer sur des plantes qui vont être stressées. Et du coup, on peut potentiellement voir de plus en plus de symptômes d'alternaria dans les années à venir parce qu'on a un climat qui est de plus en plus stressant. On a des stress hydriques, des stress thermiques ou aussi des carences qui sont en dehors du climat, mais c'est le genre de choses qui peut venir affaiblir une plante et du coup favoriser, être un terrain favorable en fait pour le développement de la maladie. Et autre chose aussi, c'est la suppression du manco dans les programmes. Demain, peut-être que du coup, ça va avoir un impact, peut-être qu'on verra dans les années à venir de plus en plus d'alternaria sur le terrain parce que le mancozeb avait une efficacité contre l'alternaria. Et demain, dans des programmes sans manco, potentiellement, ça peut avoir un impact sur le développement de la maladie. Alors Christian, j'essaye de résumer les propos de Madame Tourcel. Tant la lutte contre le mildiou que l'alternariose seront quand même importants. Et les producteurs devront donc adapter leur programme parce que ce mancozeb a disparu maintenant. Tout à fait. Le mancozeb occupait une place importante tout au long de la saison sur le marché belge également. Et une question première venant des agriculteurs concerne notamment les premiers traitements, où le mancozeb était utilisé quasi systématiquement. Et c'est justement là que nous avons l'opportunité, avec des produits de qualité comme nous avons dans la gamme Mandipropamide, donc une option pour ces premiers traitements. Par la suite également, pour lutter contre l'alternaria, nous avons également des formulations de produits à base de Mandipropamide qui peuvent également faire l'affaire. Caroline, nous venons de parler des choix des produits, aussi des sensibilités des souches. Alors, vous avez parlé là tantôt des méthodes d'application. Qu'en est-il ? Oui, en effet, quand on parle d'une bonne méthode d'application, on vise à avoir une très bonne couverture de la plante. Pour avoir cette bonne couverture de la plante, c'est important d'avoir un bon nombre d'impacts de la bouillie sur la feuille. Ceci est influencé en effet par les jets qu'on utilise, mais aussi par la hauteur de la rampe, la pression et aussi par exemple le moment de l'application en journée. Tous ces facteurs donc, et la méthode d'application jouent donc un rôle dans le résultat final de notre protection. Et c'est par ailleurs un point qui est souvent encore négligé. C'est ce qu'on a vu par exemple en 2021, on a vu de grandes différences d'une parcelle à l'autre dues à cette méthode d'application. C'est pour ça aussi que par exemple Pieter van Haverbeek du PCA mentionne souvent ce point d'attention dans ses avertissements. Vous mentionnez donc justement Pieter van Haverbeek du Centre d'expérimentation de la pomme de terre à Kruishoutem. Et c'est donc une excellente transition vers notre prochain reportage. Pieter parle en effet en détail des techniques d'application.
voorbije jaar, 2021, was een heel speciaal jaar op het gebied van aardappelziekte, op het gebied van Phytophthora. Met een ongekend hoge ziektedruk vanaf pakweg half juni tot eind augustus. En vooral de maanden juli en augustus hebben we een ziektedruk gekend die we eigenlijk nog nooit voorheen gezien hadden. 30 op 31 dagen met infectiekans. En onze taak bestaat erin om advies te geven over het juiste toepassingsmoment, het tijdstip. Want de ontwikkeling van de ziekte hangt sterk samen met de weersomstandigheden. Het juiste middel op dat moment. En we gaan dan uiteraard van een goede toepassing. Een goede toepassing, een goede techniek van toepassing, die zorgt ervoor dat het middel op alle aardappelen gelijkmatig terechtkomt en zijn werk kan doen. In een jaar als 2021 zie je dat de Phytophthora elk klein foutje in de bespuitingstechniek zichtbaar maakt als zieke planten. Dan zie je bijvoorbeeld aan de rand van een perceel, waar de spuitboom net niet voldoende dekking geeft, dat daar eerst de ziekte optreedt. Of tussen twee spuitsporen waar de spuitboom niet goed aaneensluit, ga je ook ziekte zien optreden. We zien bijvoorbeeld ook waar de spuitboom een bocht maakt. Als de spuitboom een bocht maakt, dan is de snelheid van het uiteinde van de spuitboom, die snelheid is groter, met een mindere dekking als resultaat. Als die snelheid 20% hoger is dan normaal, dan krijg je daar al 30 tot 40% minder fungicide op het gewas in die bocht. En daar ga je dan ook eerst de ziekte kunnen vaststellen. Een ander voorbeeld, er staan aardappelen op een plaats waar de spuitboom niet kan komen. Als er een hindernis in het veld staat, bijvoorbeeld een elektriciteitspaal, en daar zijn aardappelen tot ertegen geplant, dan zien we soms dat die niet deftig meegespoten worden. Die gaan dan ook eerst ziek worden. Als er ergens een rijtje is of een rand waar planten staan die niet mee behandeld worden, dan geven wij het advies om die planten vroeg in het seizoen te verwijderen. Waarom? Die worden sowieso ziek en die gaan een enorme besmettingsbron vormen voor de rest van het perceel. De bedoeling van een goede toepassingstechniek is dat bij de bespuiting alle planten voldoende geraakt worden, alle planten voldoende middel krijgen om de bescherming te garanderen. Het is vooral belangrijk om te streven naar een zo stabiel mogelijke spuitboom, met zo weinig mogelijk schommelingen, zowel voor- als achterwaarts als in de hoogte. Want dat geeft allemaal minder bedekking van het gewas. En in dat verband is natuurlijk een correcte bandendruk van de machine belangrijk, maar misschien ook wel rijpaden. Rijpaden kunnen zorgen voor een beter toegankelijk perceel, maar ook een veel stabielere spuitboom. Want we zien dat bij schommelingen in de spuitboom, dat die erger worden naarmate het seizoen vordert. Hoe meer passages door de spuitsporen, hoe erger de schommelingen worden. Die doen zich altijd voor op dezelfde plaats. En dat zijn dan weer plaatsen die eigenlijk onvoldoende bescherming krijgen. Het kan ook interessant zijn om bijvoorbeeld als meerdere percelen in één ronde worden gespoten, om eens die volgorde van de percelen om te keren, zodanig dat een perceel niet steeds op hetzelfde tijdstip van de dag wordt behandeld. Een perceel kan nog wat vochtig staan 's morgens en dat is zeker niet gunstig. Het is nooit interessant om te spuiten op een nat gewas. De hoeveelheid dauw op een gewas wordt nogal eens onderschat. Een vol aardappelgewas kan tot 10.000 liter water bevatten bij dauw en dan gaat er heel veel middel verloren. Het is bijvoorbeeld inderdaad zo dat de waterkwaliteit een invloed kan hebben op de kwaliteit van de bespuiting. En dan spreken we vooral over de zuurtegraad, de pH van het water en ook de hardheid van het water. De pH van het water kan een effect hebben op de stabiliteit van de spuitoplossing. De hardheid van het water kan een effect hebben op de werking van de middelen die in de oplossing gaan. Dus als we die waterkwaliteit kunnen verbeteren, als er middelen zijn om die waterkwaliteit te verbeteren, dan is dat altijd goed voor de kwaliteit van de toepassing. We hebben bij het PCA geen ervaring met
bandbespuitingen en plaatsspecifieke bespuitingen. En al zeker niet als het over Phytophthora gaat. Want ik denk dat Phytophthora een moeilijke klant is als het daarover gaat. Ik kan me je voorstellen, vroeg in het seizoen, als de aardappelen nog klein zijn, als we spreken van kleine plantjes met nog veel naakte grond tussen, dat een plaatsspecifieke bespuiting interessant zou kunnen zijn. Maar als de ziektedruk op dat moment hoog is, dan is er eigenlijk al iets anders aan de hand. En dan denk ik dat we te weinig preventieve maatregelen genomen hebben om de ziektedruk vroeg in het seizoen en om de besmettingsbronnen vroeg in het seizoen aan te pakken. En een tweede punt is eigenlijk, daar zal toch een zeker kostenplaatje aan hangen. En een aardappelgewas gaat heel snel van bloempotgrootte naar sluiten in de rij en sluiten tussen de rijen. En we willen zeker niks missen qua bedekking als het over Phytophthora gaat. Het wegvallen van mancozeb als actieve stof zijn een pak middelen verdwenen uit het assortiment. Ik denk een 30 of een 40-tal, want mancozeb werd vaak toegevoegd in het handelsmiddel. Maar voor Phytophthora op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want er zijn nog meer dan voldoende middelen in het pakket voor een goede bestrijding. Nog meer dan voldoende middelen ook om af te wisselen. Wat een probleem kan zijn, is dat mancozeb breedwerkend is en ook nog een aantal andere schimmelziekten meeneemt. Het valt nog te bezien of dat een probleem kan worden, dat die ziekten, ik noem maar één, Alternaria, ook meegenomen worden door mancozeb. Alors c'est très instructif. Christian, l'efficacité d'un produit ne réside pas seulement dans le produit lui-même, mais aussi dans l'application. C'est correct quand je le pose comme ça? Oui, tout à fait. Même avec le meilleur produit du monde, vous devez toujours avoir une très bonne technique d'application pour qu'il montre son potentiel. Et nous avons toute une série de collègues qui travaillent au niveau européen et au niveau Benelux sur ces méthodes d'application et sur le suivi au niveau de la pratique. Merci beaucoup. Alors, écoutons justement un de ses collègues nous parler de ce sujet. Alors, Aaron Baum est New Farm Technology Specialist, donc chez Syngenta Benelux, un homme dont la mission est de veiller à ce que les produits tels que ceux développés par Syngenta soient utilisés de manière optimale. Et l'importance de ce sujet a déjà été soulignée dans les reportages précédents. Aaron, la parole est à vous. Dank u wel. Dus inderdaad, techniek, spuittechniek is zeer belangrijk. En spuittechniek, daar zijn heel veel meningen over. Er wordt veel over gezegd. Nou, dat is ook het leuke aan mijn job. Ik mag me daarmee bezighouden. En heel dat spuittechniek vooral, dat komt ergens vandaan. En om die reden willen we graag een paar stappen maken in het verleden. Om daarvan te leren. Om ook in de toekomst het juiste te doen. Of misschien nog wel dingen te optimaliseren. Goed, om te starten wil ik graag deze foto's laten zien. Deze foto's die komen eigenlijk uit mijn opa's jeugd en je zult het wel merken in de komende 2 slides. We gaan van mijn opa's jeugd naar mijn vaders jeugd en dan naar mijn eigen kinderjaren eigenlijk. En wat we op deze foto's zien zijn allemaal mooie zwart-wit beelden met allerlei verschillende manieren van gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Die gewasbeschermingsmiddelen waren in die tijd nauwelijks geformuleerd. En daardoor was het nodig om veel water te gebruiken. Nou, ook om diezelfde reden worden er hele fijne druppeltjes gebruikt. Die fijne druppeltjes bedekken het gewas volledig met een hoog watervolume. Betekent een perfecte bedekking over het gewas. Maar goed, die techniek die verandert een beetje. We gaan van 1000 liter per hectare naar 400 liter water per hectare. We gaan ietsje sneller rijden. We hebben nog steeds hele fijne druppeltjes, dat wel. Maar doordat de formulering van verschillende gewasbeschermingsmiddelen verandert en omdat de actieve stoffen ook veranderen, kunnen we met minder water aan de gang. Dit maakt het een stukje efficiënter. We kunnen meer doen op een dag. Een teler kan in zijn eentje de gewasbescherming uitvoeren. En dan zien we ook de mechanisering zoals op dit plaatje te zien. Een klein spuittankje achter op de trekker met een spuitboom.
en de teler die zijn gewassen spuit. Als we dan de stap verder maken naar waar we nu eigenlijk zijn, dan zien we dat die verlaging van het watervolume nog verder heeft doorgezet. We zijn van 100 tot 400 liter water per hectare gegaan. Op zich is daar niks geks aan. Maar wat zien we ook, is dat de druppelgrootte heel erg is veranderd. We moeten met hogere driftreductie gaan spuiten en zien daarom grovere doppen op de markt komen die nodig zijn om aan de huidige milieurichtlijnen te voldoen. Ook zijn we sneller gaan rijden, 6 tot 8 km per uur staat op deze slides. Maar als we een stukje buiten België kijken, dan zien we dat er ook nog wel hogere snelheden worden behaald met de spuitmachine. Goed, kan dit allemaal wel? Wat is eigenlijk het effect van deze verandering eigenlijk op onze bespuiting? En dat is het stukje waar ik zo dadelijk even op in wil zoomen. Maar eerst wil ik met u dit figuur bekijken. We zien hier hoe een bespuiting eigenlijk aan zijn werking komt. Hoe komen we uiteindelijk op 100% werking uit? Nou, dat kunnen we niet alleen met het product. Want dat product, ja, dat klopt, dat geeft de effectiviteit mee. Maar we komen nooit met dat product alleen op 100% bescherming of bestrijding van onze ziekte of plaag. We hebben daarvoor ook de juiste omstandigheden nodig. Bijvoorbeeld met weinig wind spuiten, met niet te hoge temperatuur en ook niet te lage temperatuur. Zonder neerslag of misschien wel een klein beetje neerslag na de bespuiting om de perfecte werking te krijgen. Het zijn allemaal dingen waar we rekening mee moeten houden om nog eens een stap te maken naar de 100% effectiviteit van een bespuiting. Ook kunnen we onze spuitmachine aanpassen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het watervolume aanpassen. We kunnen de druk op de doppen aanpassen. We kunnen de boomhoogte aanpassen. Boomstabiliteit zijn allemaal dingen die we aan kunnen passen om naar die 100% effectiviteit te gaan van de bespuiting. Tot slot kunnen we ook iets aan de spuittechniek doen. En die spuittechniek, daar wil ik even op doorpakken. Want we hebben het in de markt vaak over verschillende typen doppen. Fijne doppen, grove doppen, hoge driftreductie, lage driftreductie. Maar wat doet dat nu met een bespuiting? Nou, hier heb ik even een voorbeeld met 6 plaatjes, waarbij de bovenste 3 plaatjes de bovenkant van een aardappelgewas zijn en de onderste 3 plaatjes de onderste bladeren in een aardappelgewas. En die hebben we allemaal gespoten met een fluoriserende vloeistof. En wat is dat dan? Dat is een vloeistof die oplicht bij een bepaalde soort licht. Nou, die druppeltjes die we hier op dat blad zien, die zijn gespoten met een redelijk fijn druppeltje. We noemen dat een medium spuitbeeld, is vergelijkbaar met 50% driftreductie. Wat zien we? Die druppeltjes blijven allemaal boven in die plant hangen. En onder in de plant zien we eigenlijk bijna geen druppeltjes terechtkomen. Nou, hoe kan dat dan? Ik noem dat een klein beetje het pingpongbal-effect. Als wij een pingpongbal op een aardappelgewas gooien, dan blijft die eigenlijk altijd boven in de bovenste bladlaag hangen. Maar voor de optimale werking willen we alle bladlagen raken. En dat kan met een pingpongbal misschien heel af en toe als er een klein druppeltje er doorheen komt. Zoals ook te zien is op de onderste plaatjes, maar we krijgen daar nauwelijks middel in de plant. Als we van die pingpongbal een tennisbal gaan maken, dan zien we dat we al veel dieper dat gewas in komen. Deze plaatjes zijn weer hetzelfde ingedeeld, dus de bovenste plaatjes die geven de bovenkant van de plant aan en de onderste plaatjes de onderkant van de plant. En hier zien we al veel meer druppels onder in die plant terechtkomen. Wel een iets mindere bedekking van de bovenkant van de plant. Dat heeft natuurlijk met de grotere druppels te maken. Mag in principe niks uitmaken voor de werking van het product. Maar we zien ook zeker door alle bladlagen heen middel komen. Als we die dop nog eens onder een hoek gaan spuiten, zoals met deze dop die we hier hebben, dan zien we dat we in elke bladlaag een evenredige hoeveelheid product krijgen. En daardoor wellicht wel een betere werking. Nou goed, deze dop, ik zal daar even wat dieper op ingaan. Die is ontstaan uit de samenwerking tussen ons als Syngenta en een doppenfabrikant. En die is speciaal ontwikkeld om dit soort bespuitingen op een goede manier uit te voeren. Die staat dus onder een hoek. En die hoek die doen we om en om, voorwaarts en achterwaarts aan de spuitmachine maken. Hierdoor krijgen we in een aardappelgewas een betere indringing. Maar kunnen we bijvoorbeeld met kleine onkruiden, zoals kleine grasjes in het graan, kunnen we ook makkelijker raken onder deze hoek.
Goed, bedekking is één ding, dus dit zijn allemaal foto's waar we heel duidelijk de bedekking kunnen zien. Maar uiteindelijk willen we naar een optimale werking. En die optimale werking, die hebben we ook behaald. Zo zien we hier in dit figuur een resultaat uit een Phytophthora-proef van afgelopen jaar. We zien aan de linkerkant de fijnere spuitdop. En in het midden de grovere spuitdop. En helemaal rechts zien we die grove spuitdop onder een hoek. En dan zien we de aantasting op 16 augustus 2021. Waar we bij de fijnere spuitdop, dus de linkse balk, zien dat we boven de 60% aantasting hebben. Zien we dat we bij de grove dop onder een hoek net onder de 40% aantasting krijgen. Nou, dit is een proef die heel erg onder druk van Phytophthora is gebracht. En daardoor zien we een heel groot verschil tussen de twee, of eigenlijk de drie verschillende objecten. Maar we kunnen dus met spuittechniek wel degelijk het verschil maken in werking van gewasbeschermingsmiddelen. Dan wil ik u graag bedanken voor uw aandacht en dan geef ik het woord weer terug. Merci Aaron. Alors, chers téléspectateurs, nous avons déjà abordé de nombreux sujets. Cela va des différentes souches de maladies aux techniques de traitement et d'application. Et nous avons également abordé la matière active mandipropamide, mais pas encore dans le détail. Et pour cela, Christian Walravens a quitté son siège pour le pupitre. Il va nous présenter différents sujets. Le mode d'action du mandipropamide, la longue expérience de Syngenta vis-à-vis de ses produits, mais aussi des souches de mildiou et enfin la meilleure ou le meilleur positionnement de la gamme de Syngenta face au mildiou et à l'alternariose. Allez-y Christian, c'est à vous. Par l'icône Mandi, nous désignons donc la matière active mandipropamide. C'est une matière active qui est à votre disposition depuis déjà de nombreuses années, depuis 13 ans déjà. Et donc, ce mandipropamide, nous y travaillons de façon intensive depuis de nombreuses années. Et nous avons un suivi qui se fait à la fois au niveau européen, mais également au niveau belge. Rien qu'au niveau belge, plus de 45 essais ont déjà été effectués depuis sa mise sur le marché. Donc, en plus du suivi au niveau du champ, nous suivons également le comportement de ces produits-là dans des conditions les plus extrêmes. Alors voilà, nous avons 3 formulations différentes à base de mandipropamide. Le plus connu, évidemment, le produit de base, le Revus, qui contient le mandipropamide à lui seul. Mais nous avons également d'autres produits qui contiennent le mandipropamide plus le cymoxanil sous le nom Flex, la gamme Flex, le Pergoviflex, Amphorflex, Régulanceflex. Et d'un autre côté, nous avons les 2 matières actives mandipropamide pour le mildiou et le diphénoconazole pour l'alternaria, qui va être appliqué plus tard en saison, on y reviendra tantôt, sous le nom Carialstar et Amphor Plus. Alors le mandipropamide a une double action, et l'action la plus importante qui nous concerne directement, c'est son action préventive, c'est-à-dire que une fois appliqué sur la feuille, il va empêcher les spores de mildiou de savoir germer, quitte même à arrêter la germination si un spore était occupé à germer. Là, c'est vraiment le point principal du mandipropamide, mais également, et on l'oublie souvent, il a un effet antisporulant, c'est-à-dire qu'il va empêcher la production et la dispersion des spores à la face inférieure des feuilles, qui va amener à une infection encore plus grave par après. Alors, le mode d'action du mandipropamide est le mode d'action translaminaire. Ce qui veut dire qu'une fois la gouttelette de bouillie arrivée sur la cuticule, elle va très très vite y pénétrer et elle va se diffuser à l'intérieur même du parenchyme de la feuille et y persister longtemps. Et de même manière, il y a une redistribution qui va se faire latéralement, c'est un petit peu ce qu'on appellerait l'effet buvard, et en fait qui va accompagner la croissance de la feuille tout au long des jours qui suivent. Alors vous avez ici illustré, la photo de gauche, une jeune pousse, toute petite encore, qui est en pleine croissance. À partir du moment où cette jeune pousse reçoit du produit, vous avez une répartition des gouttelettes sur cette pousse-là, et bien ces gouttelettes-là vont s'étaler sur le bouquet foliaire qui va suivre directement par après. En plus, la caractéristique d'être très vite absorbé par la cuticule de la feuille fait que les produits à base de mandipropamide sont mis à l'abri du lessivage d'une façon
remarquablement rapide. On parle d'à peine 30 minutes. Donc en fait, le temps de quitter le champ et de retourner à la ferme par exemple, une grosse nuée arrive, aucun problème, le produit sera complètement à l'abri du lessivage. Alors évidemment, on en a parlé tantôt dans les différents exposés, mais il s'agit de suivre également l'efficacité du mandipropamide depuis près d'une quinzaine d'années maintenant qu'il est sur le marché. Et en fait, on participe à toute une prise d'échantillons qui se fait au niveau de 25 pays européens depuis 2008 maintenant. Et chaque année, ces échantillons sont analysés en détail. Et donc, on a pu mettre en évidence que jusqu'au dernier résultat de 2021, une année à gros problème, mais on n'avait strictement aucun problème de perte d'efficacité avec les nouvelles souches présentes sur le terrain concernant le mandipropamide. Donc des formulations différentes du mandipropamide, la formulation liquide de produits purs, le Revus que vous connaissez tous très bien, et également la formulation qui contient du simoxanil, donc les Flex, le Pergovie, Amphore, Régulance Flex. Ces trois produits-là ont la caractéristique d'être formulés sous forme solide, mais sous une technologie particulière à Syngenta, c'est-à-dire la technologie pépite. Ça vous donne des petits granulés qui sont durs, très durs, qui vont très vite se mettre en solution dans le pulvérisateur, donc instantanément, et qui ne vont faire aucune poussière, ce qui est quand même très important au niveau de l'utilisateur. Alors quand je veux résumer les caractéristiques principales des produits qui contiennent le mandipropamide, au niveau du mildiou, donc ils sont à la fois très puissants d'un point de vue préventif, ils ont un effet antisporulant conséquent également, très vite mis à l'abri du lessivage dans un temps record et protecteur des jeunes pousses en croissance. Leur positionnement est tout à fait idéal pour les premiers traitements. Nous allons en 2022 à coup sûr commencer une saison avec une pression mildiou qui sera conséquente. 2021, l'environnement était très chargé. Il reste des tas de déchets au champ et ainsi de suite. On pourrait peut-être avoir du mildiou latent venant du plan. Donc les conditions climatiques feront le reste. Mais donc, il est important, on l'a dit plus tôt, de commencer avec des produits haut de gamme. Et le Revus ou les produits de la famille Flex peuvent tout à fait faire l'affaire dès le premier traitement pendant plusieurs passages. Alors un dernier point également, un œil sur l'alternariose. L'alternariose, c'est une maladie qui est très discrète au départ, à peine visible, et puis qui en quelques jours peut évoluer rapidement en détruisant une partie du feuillage et puis quasi l'entièreté. Donc vous voyez l'évolution des mêmes feuilles en à peine 2 à 3 semaines. Et une situation pratique ici, comme nous avons connu il y a maintenant 3 ans, où on voit clairement que la fin de végétation de cette parcelle est très compromise à cause uniquement de l'alternariat. Alors en fait, l'alternariat, beaucoup de facteurs influencent l'évolution de cette maladie. Évidemment les conditions climatiques, mais les conditions climatiques locales liées à la parcelle, puisqu'il faut parfois une petite averse pour mettre le feu aux poudres, à condition que les conditions de température soient suffisantes, ce qu'on a souvent en été. Mais ce qui est typique de l'alternariat, c'est que comme la maladie est capable de persister dans le sol pendant de nombreuses années, on parle même jusqu'à 8 ans, la rotation va avoir beaucoup d'importance, évidemment. Plus la rotation est courte, plus le risque va être élevé, sans oublier qu'on a le phénomène des repousses, surtout après des non-hivers comme on a maintenant. Et ces repousses-là ont tendance à réaugmenter le potentiel d'alternariat au niveau de la parcelle. Alors on a parlé que l'alternariat est une maladie de sénescence, oui, mais encore une fois, ça va dépendre de parcelle en parcelle, puisqu'on va devoir tenir compte de la date de plantation, de la précocité de la variété, de la structure du sol qui peut être différente d'un endroit à l'autre dans la parcelle, et de différents stress qui peuvent être des manques, des carences en différents éléments nutritifs. Donc en fait, finalement, la prévision de l'alternariat reste complexe, et surtout ce qui compte, c'est qu'il faut rester préventif pour être efficace contre cette maladie-là. Donc je l'ai dit tantôt, nous avons 3 formulations à base de mandipropamide, et concernant notamment la lutte contre l'alternariat, nous avons le mandipropamide contre le mildiou et le diphénoconazole qui, lui, va s'occuper de l'alternariat. 2 noms commerciaux, le Carial Star et l'Amphore Plus. Alors, au niveau du positionnement, nous devons être préventifs,
Nous devons être attentifs aux conditions, évidemment, mais globalement, Syngenta voit la chose suivante. Une protection efficace à base de Carialodam Fort Plus à partir de la floraison, la répéter une fois, et puis après, on alterne avec d'autres matières actives de manière à ne pas avoir une accoutumance par rapport à la maladie. Et surtout, dans tout ça, n'oubliez surtout pas la grande importance de la technique d'application. Voilà, j'espère que ça vous aura remis un peu les idées en place, éclairé pour certains. Et merci beaucoup pour votre confiance. Et surtout, je vous souhaite une très bonne saison 2022. Au revoir. Merci Christian. Alors voilà, cela nous amène à la fin de ce programme sur la protection contre les maladies de pommes de terre. Alors j'espère que nous avons pu répondre à bon nombre de vos questions. N'hésitez pas à continuer à en poser via le chat. Posez donc la question qui, selon vous, n'a pas encore reçu de réponse. N'hésitez pas, vous recevrez une réponse, je vous le promets. Et comme on dit, une promesse, c'est une promesse. Je tiens également à remercier mes invités ici dans le studio. C'était instructif et fascinant, même pour la novice que je suis. Je ne pensais pas que l'agriculture pouvait être si complexe, mais cela a montré une fois de plus qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Alors, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier pour votre intérêt. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et comme je l'ai dit, le chat est ouvert aux questions. Je me réjouis de vous revoir à une prochaine occasion et si vous voulez tout revoir, vous pouvez le faire sur le site web www.mandipedia.be. À bientôt.